Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station Urban Mosley. On parle politique ce matin dans la rubrique Urban Politique. Exactement. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'émission de ce matin aura une vocation pédagogique parce qu'il s'agit pour nous de revenir sur un pan de l'histoire politique de notre pays parce que souvent, des gens entendent parler des capistes, des CAP et tout le reste, mais on n'a pas souvent une idée précise de quoi il s'agit, de ce qu'a été ce mouvement, à quoi ça concernait. Qu'il a initié, quels étaient ses principaux acteurs. Et évidemment, nous, on a choisi ce matin, à la lumière de l'actualité, puisque c'est un sujet qui occupe tout le monde. On a vu récemment des vidéos qui ont été postées sur les réseaux sociaux, notamment celle d'Aouzou. Donc, ce qui sous-entend que c'est un sujet d'actualité qui mérite que les jeunes, les plus jeunes, qui aujourd'hui essaye un tout petit peu d'avoir on va dire une mentalité en rapport avec l'actualité politique du moment et puissent au moins avoir des bribes d'informations qui leur permettraient de juger à juste titre les acteurs qui ont contribué à façonner ce mouvement ou au moins qui ont participé à l'élaboration de ce mouvement. Donc nous on reçoit un des anciens capistes, comme on dit souvent, monsieur Frédéric Trétois, qu'on a déjà eu la possibilité de recevoir ici. Évidemment, il est également militant du Parti démocratique gabonais et cadre dans l'administration gabonaise. Monsieur Trétois, bonjour. Bonjour, chef. Voilà, donc Dafresh. Non, je vais te laisser déjà l'opportunité, c'est ta rubrique, moi je vais te suivre. Bon, moi je voulais demander à monsieur Trétois si depuis le début de son activité dans le parti politique, il est toujours au contact de ses anciens membres capistes. Bon, je vous remercie déjà pour cette invitation. Le capisme, tel que c'est dit, c'est un peu péjoratif. En réalité, les comités d'action politique, on va revenir sur l'historique et les motivations qui ont conduit à la création de cette entité au sein du Parti démocratique gabonais. Je voudrais dire que les CAP, il y avait une hiérarchie. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque les rénovateurs, le jargon des hommes de presse comme vous. En réalité, c'était pour situer un type d'opinion d'une élite jeune. Nous avions Ali Bongo, André Mbaobam, Pendi Bouiki, Kousou Inama, Ngon Aoun, Michel Menga aujourd'hui parti dans l'opposition. Nous avions Geno Isidore Kissinger, nous avions beaucoup d'anciens. En fait, je voudrais dire que les contacts demeurent. Nous sommes, moi particulièrement, je garde de bons contacts avec tout le monde. Nonobstant le fait que Mbaobam soit décédé, nous restons liés par cette séquence importante de l'histoire du pays qui résultait, si vous voulez, un peu de la conférence nationale. Quel était l'objectif de la mise en place de ce courant ? Bon, je veux revenir sur les comités d'action politique, les CAP. C'est ce que ça veut dire. Les CAP ont été validés au sein du Parti démocratique gabonais par le Congrès de clarification de 1991. Pourquoi les CAP ? Dans le contexte de la conférence nationale de 1990, il y avait 3 types d'acteurs politiques. Il y avait ceux qui, venant de l'Europe, avaient appris en Europe, au sein du Parti démocratique gabonais, avaient une grande idée de la pratique démocratique, le multipartisme, pour avoir vécu dans cet environnement. Il y avait ceux des Gabonais qui ont connu l'époque du multipartisme sur Léomba. Le président Léomba, donc le président Bongo lui-même, etc. Et qui en savaient beaucoup sur les motivations qui ont conduit à l'installation du parti unique. Ça, c'est un autre type d'acteur. Et puis, il y avait ceux qui n'avaient nullement de repères sur la pratique du multipartisme, la démocratie, etc. Alors, arrive un temps où, en 1989, on est en tractation au sein du PDG. D'ailleurs, il y a une commission spéciale que le défunt président Bongo créera pour donner naissance en entente avec Mbaba Solo, à ce qu'on a appelé le RSDG. Le Rassemblement socio-démocrate, etc., qui devait être le cadre, le laboratoire d'idées pour pouvoir aller de façon tout à fait progressive vers le multipartisme intégral. Donc, l'objet de la conférence nationale, c'est d'aller valider ce RSDG. Quand on arrive à la conférence nationale,
les leaders politiques de l'époque, donc Pierre-Louis Agonjo-Kawe, Renjambe Joseph et les autres, Moukaï Mouitsa, le docteur Serge Mbabekare et bien d'autres, prendront le camp de dire non, pas de laboratoire, pas de transition, le défunt Zorengema aussi. Nous voulons aller vers le multipartisme intégral. Donc, l'entente entre Mbaba Solo et certains responsables du PDG de l'époque, notamment l'actuel chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, il y a une célèbre phrase que Mbaba Solo prononcera au sein de l'hémicycle pour dire que puisque le RSDG n'est plus l'objet de la conférence nationale, pour lui l'Alliance, cette expérience était devenue caduque. Vous vous souvenez, vous étiez certainement encore très jeune. Alors, on a évolué. Donc, ce qui fait qu'à l'intérieur du PDG foisonnent plusieurs tendances d'idées, courants d'idées, comme on dit chez les socialistes français. Alors, il y a un courant qui va se distinguer beaucoup plus proche de la concertation tous azimuts avec les membres de l'opposition. Donc, Mbaba Solo, le groupe de Siban, autour de Féobia Toulé, Moubamba Nzengi, Zetoma Didim et tous les autres. Donc c'est Ali Bongo Ondimba, c'est André Mbaobam, c'est d'autres frères, Geno Isidore qui vit, et Mgonga Oun, qui étaient les proches collaborateurs du président à cette époque-là, qui vont maintenir le contact avec cette opposition. Et on en arrive donc à la création à l'installation, le retour du multipartisme intégral au Gabon. Donc, au sortir de la conférence nationale, au sein du PDG va exister des clivages assez forts déjà. À une certaine période, en 90, convaincu de ce que nous passions par cette expérience, qu'il avait annoncé lui-même au cours d'un discours, une adresse à la nation très forte, le défunt président Bongo. Et lui-même, fondateur de ce parti, le PDG, va proposer sa dissolution. Quand on va à la pratique, puisque ceux qui venaient discuter avec nous, ceux de l'opposition, n'avaient pas dissous leurs entités dissidentes, le Morona et autres, leurs entités clandestines, entre griffes. Alors, c'est comme ça qu'un groupe va se lever pour refuser donc la mort, la dissolution du PDG, ce qu'on va appeler l'appel du 6 mars, qui est incarné par Tungi Paul, Ngulungana, Demezor René et les autres, Paulette Misambo. Ce sont ce qu'on appelait les appellistes, qui sont quasiment les héritiers des Kassiks, sous la coupole de défunt Georges Rawiri et bien d'autres. Maintenant, il y a un groupe qui est là, qui est tout à fait outillé pour la conduite des discussions politiques. Je veux citer ici des hommes de culture, de dimension politique assez respectable. Kousou Inama, Jean-Rémy Pendi-Bouiki, Baobam, Geno Isidore, Ngan Owon, Adrien Koye-Senghon et bien d'autres. Alors, quand le multipartisme est installé, le PDG est revigoré, il s'installe alors des clivages à l'intérieur du parti. Et les rénovateurs sont indexés des traits, ceux qui ont amené le multipartisme de connivence avec l'opposition. Va s'installer dans une sorte de discrimination à l'intérieur du parti. Les rénovateurs, au départ, n'avaient pas les leviers, ne tenaient pas le parti des instances du parti. Le parti était le parti des anciens. Il y avait le bureau politique, le comité central de l'époque, qui étaient des instances assez fortes. Nous n'étions que des jeunes, et la plupart de nos aînés, qui étaient aussi des jeunes cadres à cette époque-là, n'avaient pas véritablement une sorte d'ancrage réel au niveau du PDG. C'est comme ça que nous avions une instance destinée aux jeunes, l'UJPDG de l'époque. L'UJPDG, comme toute nouvelle expérience, personne n'avait encore, si vous voulez, la main, la pratique de la démocratie, le multipartisme, à l'intérieur d'un parti politique ou face à un adversaire politique. Alors, c'est comme ça qu'à l'intérieur du PDG, les rénovateurs vont être discriminés. Donc, toutes les instances sont au mains des autres. Mais nous étions pareil dans le contexte identique à celui de maintenant. C'est-à-dire que nous préparions concomitamment à cette affaire, à ce foisonnement de l'ambiance de 90. Nous préparions l'élection présidentielle du défunt président Bongo. Il se posera donc un problème réel
l'envie pour les nouvelles générations de jeunes de vouloir intégrer les instances de décision. Le Parti démocratique gabonais ou s'impliquer à la politique. On va trouver une formule de l'époque, on dira il faut ratisser large. Pour ratisser large, il fallait donner la chance à ceux qui n'avaient pas la maîtrise des leviers au sein du Parti démocratique gabonais. C'est comme ça que nous allons lancer une idée pour rassembler ces jeunes qui sont dans les universités, dans les grandes écoles de l'époque. Je prendrai le cas de Sani Megouazeb, aujourd'hui gouverneur de Logololo, de la Nyanga, je crois. Il y a bien d'autres jeunes qui sont aujourd'hui des cadres dans la haute administration. Certains sont aujourd'hui dans les instances décisionnelles de l'État. Donc, on va lancer l'idée d'une entité de mobilisation, de regroupement des jeunes élites, etc. etc. Alors, on lance donc des comités d'action politique au cours d'une réunion historique à l'ancien hôtel Rapochombo. Je pense que l'homme orchestre de l'époque, c'est Moussa Mikaël, Moussa Damo Mikaël, aujourd'hui ambassadeur du Gabon aux États-Unis, aux Nations Unies. Ancien maire de Makoukou. Exactement. Donc, il va s'occuper des questions d'intendance et tout, et naîtront donc les CAP, les comités d'action politique, qui ont donc vocation à rassembler des jeunes de toutes les conditions, pas la délinquance, parce que je vais vous dire ce qui, dans l'esprit des gens, pourquoi il y a cette confusion. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, quand les comités d'action politique naissent, il y a un fléau au Gabon qu'on a appelé le coulmongerisme. Le coulmongeur. Le coulmongeur, il y a les banditisme, les jeunes. Voilà. Alors, ces jeunes, ce sont les jeunes au lycée technique et partout ailleurs. Et l'un des plus charismatiques dans ce registre-là, c'est le défunt Fantomas. Fantomas n'est autre que le petit frère de René Ndemenzor, qui est proche d'Nziwi Bertrand et bien d'autres. Vous voyez bien que Ndemenzor, qui n'est pas rénovateur, ne peut pas avoir de lien avec les CAP. Donc, ceux qui sont... Mais pourquoi on l'appelle toujours Wan Capo? Ça, je n'en sais rien, c'est un alors appelliste. Qu'il fut un appelliste. Il est appelé. Moi, je n'ai jamais été de l'appelliste. Je suis rénovateur historique. Pour moi, ça s'arrête là. Donc, ancien secrétaire général de la coordination générale des comités d'action politique en question. Donc, de façon tout à fait claire, les CAP n'ont jamais eu vocation à terroriser ou à tous ces clichés. Effectivement, autour du président Bongo, il y avait des luttes, des rivalités politiques réelles. Bon, déjà, l'actuel chef de l'État, le président Ali, avait fait preuve déjà d'un leadership tout à fait matinal. C'est-à-dire qu'autour de son père, avec certains de ses compagnons de l'époque, il a commencé à installer, à imprimer une sorte d'autorité au sein des instances du parti, etc. Et beaucoup de ces jeunes cadres qui avaient commencé par les comités d'action politique ont fait leur classe pour s'intégrer dans les instances. Mais alors, quelle était la réalité du concept ratisser l'âge sur le terrain? Ratisser l'âge sur le terrain, c'est par quoi? Rapport au CAP. Vous aviez, par exemple, au moment du parti unique, l'UJPDG. Bon, le PDG était l'organe, le parti-État. Parti-État, c'est-à-dire qu'il y avait des comités d'entreprise dans les lycées, collèges, à côté des coopératives, c'était ça. Alors, il y a, par exemple, c'est le même phénomène que vous vivez aujourd'hui. Il y a des gens qui se sentent exclus de l'ambiance des partis politiques, qui voudraient bien s'émouvoir dans des structures beaucoup plus simples ou alors commodes à leur tempérament, à leur façon de faire. Alors, on a ouvert un cadre, les comités d'action politique. Nous avions passé notre temps à poser des actes, par exemple, de solidarité à l'endroit de certains milieux, certains quartiers, des milieux précaires où les gens avaient besoin effectivement de petits gestes de solidarité. À l'époque, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, donc Jacques Adjaïno, lorsqu'il entreprendra cette tournée historique en 1992, verra bien l'apport des comités d'action politique à côté de l'UJPDG pour essayer de revigorer le parti, attirer le maximum de jeunes qui hésitaient déjà à l'époque à comprendre ou à adhérer à notre parti. Donc comprenez bien que les comités d'action politique ont beaucoup plus une posture de contribution. Quelle était
la contribution c'est ça, c'est-à-dire palpable. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Pourquoi cette image de relation avec la criminalité ou la délinquance qui a été accolée au à ma connaissance, depuis que notre multipartisme est revenu, je ne sais pas s'il y a eu des crimes de masse au Gabon ou des événements ou des groupes organisés qui font dans la violence politique en tant que telle. Il y a eu quelques dérapages. Par exemple, on avait un parti qui avait vocation à troubler l'ordre à l'époque, le RNB de Mbaba Solo, le PGP qui avait... Non, si ça nous colle à la peau, c'est une diabolisation. Elle sort des rivalités, des luttes de cabinet autour du président Bongo. Le premier journal a qualifié des caps d'organisation, on ne peut pas parler de comme milice, le jargon de milice et autres. En quelque sorte. C'est la Griffe. La Griffe, c'est le journal de Jean-Pierre Lemumba Lepando à l'époque. Je pense que déjà là, nous avions des prémices, des intentions. Je parle du contexte de l'époque, de cet ancien collaborateur du président qui voulait comme ça chosifier, diaboliser à outrance de toutes les instances, si vous voulez, des structures politiques qui venait renforcer l'autorité, le leadership politique du président Bongo et de surcroît piloté ou dirigé par son fils. Mais on a quand même vu lors de la déclaration... Donc, si vous voulez, je veux en venir... En fait, je reviens sur les étiquettes. Bon, vous savez, lorsque les gens décident d'un seul coup de vous coller si vous voulez, une sorte d'identité entre griffes qui leur sied, dans le sens de nuire à votre personne, écoutez, c'est pas facile à comprendre, sauf ceux qui ont encore de la bonne foi, peuvent chercher à savoir si tout ce qui est déversé, tout ce qui est dit est fondé. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu dans ce pays? Mais à ma connaissance, les CAP n'ont jamais été au cœur ou accusés ou mêlés à une quelconque action. Mais quand même, à la lumière de l'interview de Nziba Berre sur TV+. Nziba Berre, pour revenir à lui... Lorsqu'il fait appel au MAPAN, il s'inscrit dans la logique de ce qu'il avait déjà eu à faire en tant qu'un ancien dirigeant des CAP. Voilà la nouvelle lexique ou la sémantique politique. Bon, les MAPAN, c'est nouveau. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça à l'époque. Et puis Nzibi, pour parler de Nzibi, que je connais un peu, c'est un jeune frère, Nzibi n'était pas intégralement membre des comités d'action politique. Mais il dit qu'il les a dirigés. Dirigés où? Mais c'est ce qu'il a dit. Mais il a dit, moi j'étais secrétaire général, j'avais des fichiers des comités d'action politique, j'ai quelques archives, j'ai jamais vu Nzibi comme dirigeant, il y avait une hiérarchie, il y avait un état-major qui était tenu par des rénovateurs. Vous voulez dire qu'il n'a jamais été dans l'état-major? Non, mais justement, Nzibi, le seul fait d'armes, c'est de venir, lors des manifestations politiques du Parti démocratique gabonais, porter des t-shirts des CAP. Moi, j'étais secrétaire, je peux vous donner les noms de ceux qui ont constitué cette coordination. J'avais Ménès Anchoué comme coordinateur général. Nous avions Madame Denise Massar, nous avions Tira moi-même, nous avions Djouga Guidura, Bataba Clément, Meyome Komi qui a été l'ancien maire de Lalala, nous avions Ndominsa, nous avions certains compatriotes aujourd'hui qui sont là. Nzibi n'a jamais été estampillé CAP en tant que tel. Nzibi a apporté une certaine ferveur de jeunesse à ses aînés du Nord. Moi, la première fois, je vois véritablement Nzibi sur le terrain politique à côté du PDG. C'est lors de la tournée de Jacques Adjaïno, secrétaire général du PDG à Minvoul, dans sa localité d'origine. Et d'ailleurs, ce jour sera marqué par un incident malheureux du côté de Bitam, où une brigade de gendarmerie avait été incendiée et tout, avec tout ce qu'il y a eu autour. Donc, les CAP n'ont jamais stratifié la délinquance politique, ni celle de rue. Il s'agit des actions isolées des individus et qui, pour diaboliser le PDG de l'époque, l'opposition a trouvé le raccourci d'accuser les CAP. Les CAP, ce n'est pas cela. Nous pouvons dire qu'il y a ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir avec nous, qui étaient hier dans les milices des partis d'opposition, qui ont cassé. Souvenez-vous des événements... Vous parlez des habillements? Oui, du PK6. La mort de Kamgo Komo, que Dieu ait son âme, ce militant du Parti démocratique gabonais et bien d'autres. Donc c'est quelques situations isolées comme ça qu'on a vite fait d'attribuer au Parti démocratique gabonais, mais il fallait trouver un nom. On a mis les CAP. Les CAP n'avaient pas cette vocation. Les CAP avaient vocation à encadrer, former, éduquer politiquement des jeunes. Et nous avions une coordination générale, nous avions des coordinations d'arrondissement,
À l'époque, il n'y avait pas autant de communes qu'aujourd'hui. Il y avait encore des districts. Nous avions des coordinations départementales. Beaucoup ont fait leur preuve à l'intérieur de ces commissions d'action politique aujourd'hui. Ils sont députés, sénateurs, certains sont même au gouvernement. Donc, franchement, coller cette étiquette diabolisante au comité d'action politique... Aujourd'hui, est-ce que les CAP existent encore? Bon, l'esprit, les CAP, ratisser large, mobiliser les jeunes, essayer de susciter le rapport de force maximale en faveur du Parti démocratique gabonais. L'esprit demeure, oui. D'ailleurs, mais administrativement, la structure... Mais les CAP n'ont été admis qu'à l'intérieur du PDG, par une disposition, je crois, du Congrès de 91, comme un organe de base du PDG. Et puis, à un moment, compte tenu de cette publicité nauséabonde qui a été faite autour, on a trouvé inutile de continuer avec ce label-là. C'est tout. Mais quand on regarde aussi quand même des sorties comme celle d'Aouzou, qui Aouzou, moi je le connais, vous citez un nom Aouzou, moi je connais Aouzou, la bande Aouzou au Tchad. Mais je connais Aouzou dont vous parlez, un jeune délinquant avec Mungengi, un certain Mungengi également. Non, moi leur nom me revient, Zibi, Aouzou et les autres, c'est un événement malheureux. D'ailleurs, que nous avions déploré à l'époque. Le secrétaire général du PDG de l'époque, Jacques Adjaïno, avait été pris en otage chez lui un matin, semble-t-il, pour une histoire d'argent. Et nous apprendrons par la suite que ces jeunes ont été amenés au palais présidentiel, en culotte, en babouche, etc. Et en ont eu de l'argent, en avaient eu un peu d'argent, et c'est comme ça que Nzibi, je crois, a eu la malice de partir du Gabon pour l'extérieur. D'autres sont restés. Nous n'avions pas de corps. Moi, je ne connais pas Ouzou. Il n'a jamais été dans nos effectifs. Maintenant, on va vous dire que c'est des capistes. Non, ils étaient des cool-mongeurs. Liés à Ndemezo René, à son défunt frère Fantomas. Donc, vous voulez dire que Ndemezo, n'ayant pas été membre des capistes, faisait des activités qui faisaient en sorte non, mais il y avait on fait de la subversive. Il y avait un foisonnement d'idées à l'intérieur du PDG. Et chaque tendance avait, si vous voulez, ses tentacules en bas. Je vous dis, les rénovateurs qui avaient envie de revigorer le leadership politique du président Omar Bongo, qui avait été ébranlé par des événements de 90. Moi, c'est sur cette question que j'ai envie de revenir. Ont mis en place des comités d'action politique pour donner la chance aux jeunes d'adhérer de façon tout à fait progressive, en passant par des apprentissages, des ateliers d'éducation, de formation, au leadership politique, etc. Les CAP, c'était bien, c'était un laboratoire d'idées. Par contre, le cool-mongerisme était un phénomène social qui était nauséabond. C'était des bandits, etc. Nous n'avions jamais eu de contact avec eux. Or, ces cool-mongers avaient un lien congénital avec Ndemezo. C'est-à-dire, c'est Fantomas, qui est le petit frère de Ndemezo, qui entretenait cette tendance dans la rue. Ça n'a rien à voir avec les rénovateurs et ça n'a rien à voir avec les CAP. Monsieur Ntereto, vous avez dit à un moment que le président Omar Bongo voulait dissoudre le PDG. Pourquoi? Mais je crois qu'il y a eu une convenance dans les tractations, des négociations. D'ailleurs, un journaliste camerounais que je connais un peu, le mari de ma sœur Emma, M. Bindji, en parle. Lorsqu'il y a eu des négociations entre le feu président Bongo et Mbabe Solo, enfin disons tout le groupe de Paris, et le Morena et l'association de solidarité, Mboba m'en a parlé d'ailleurs de son vivant lors d'un voyage à Paris, pour m'expliquer que, il y a eu une entente, puisque le PDG, dans l'esprit de certains opposants de l'extérieur, posait problème. C'était le parti État, et il fallait donc... Le préalable pour eux, c'est principalement Babesolo, c'était de dissoudre le PDG et faire cheminement ensemble avec le président dans un nouveau cadre politique, un nouveau cadre de concertation, etc. C'est comme ça que naîtra l'idée du RSDG. Le président Bongo n'a pas voulu dissoudre le PDG parce qu'il y a eu un précédent majeur ou une tâche, comment dirais-je, qui viendrait nuire, n'est-ce pas, à l'identité ou à la vitalité du Parti démocratique gabonais. Il a fait par convenance politique. C'était un démocrate, Omar Bongo. Est-ce que finalement on va dire que la sortie du député, l'ex-député de Mivoul, était beaucoup plus dans le sens que dont parlait le président, faire un maximum de campagne médiatique autour de sa personne? Vous savez, moi je ne voulais pas m'attarder à parler de Nzibi. Nzibi, c'est mon petit frère, vraiment.
je regrette tout ce qu'il a eu à faire. Moi, j'ai été le premier, je crois, l'année dernière, en 2015, au courant mi-juillet, j'ai lancé ce qu'on appelle l'appel des AKB. L'appel des AKB, je faisais une déclaration qui allait à contre-pied de la sortie de ce qu'on appelait héritage et modernité à la Chambre de commerce. Parce que, à mon humble avis, ce qui nous a enseigné, c'est que lorsque des dissensions, des mésententes à l'intérieur d'un parti politique s'exportent sur si vous voulez, la place publique, ce n'est plus des simples contradictions internes. Ça devient de l'opposition réelle et matérielle. Alors j'avais demandé, compte tenu de la récurrence d'un discours tendancieux de l'ancien président de l'Assemblée nationale, compte tenu des dérapages, des sorties, j'allais dire, tout à fait incontrôlées, de Nzibi sur l'affaire, l'implantation d'Olam. Oh non, moi, un homme politique, je ne me trompais pas à croire que les divergences, le foyer d'hostilité, d'antipathie au président, à sa candidature commençait à naître au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour ça que j'avais demandé la dissolution de l'Assemblée depuis 2015. Parce qu'on avait encore le temps de dissoudre cette Assemblée, ramener chacun devant les Gabonais, regarder et voir, donner beaucoup plus de force à la vision politique du président pour dire que le peuple juge. Et moi, je l'aurais souhaité avant la présidentielle. Donc l'appel des AKB alertait déjà l'opinion publique, l'opinion nationale et internationale sur les velléités des tentatives de déviance et d'entrisme politique qui se créait, qui se générait déjà au niveau de l'Assemblée nationale sous la houlette de Nzouba. Et à mon humble avis, je crois que dans le droit fil de mes soupçons de ce moment, Nzibi fait partie, n'est-ce pas, des bras droits de Nzouba Dama dans sa logique de vouloir détruire la table qui leur a nourri. Monsieur Ntereto, les élections présidentielles arrivent. Psychologiquement, vous, en tant que PDGiste, est-ce que vous êtes prêts et vos équipes? Nous sommes d'autant plus... Nous nous sentons même plus mieux d'être en face des gens que nous connaissons. Vous savez, moi, dans ma petite tête, je réfléchis, je pense à un homme, je pense à Omar Bongo. Je ne savais pas que toute la classe, les Bongoliennes, allaient avoir le monopole du jeu, du système politique gabonais en main comme aujourd'hui. On a un Bongo chef d'État, Ali Bongo Ndimba, Ping à l'opposition, Nzouba à l'opposition et les autres. Donc nous avons notre ADN politique que nous connaissons. Maintenant, du point de vue de la vitalité, de la mobilité, au niveau des pensées et tout, nous sommes trop sûrs de nous. Parce que le bilan du président Ali Bongo Ndimba est parlant. En face, il y a des explications qu'on doit à la population. Ping doit s'expliquer sur comment Belinga a été bradé. Belinga. Nzouba doit s'expliquer pourquoi l'Assemblée nationale, les travaux ne sont jamais allés à leur terme, notamment l'annexe. Et il y a un autre candidat dedans, je crois, Casimir Oye. Mais récemment, les populations pourraient dire, comme François Hollande, dans le point que Ali Bongo ne devrait pas autant s'enorgueillir, puisque lui aussi, il a été comptable de cette gestion-là. Il a été comptable, mais il a vite fait de bien dire à haute voix qu'il se remettait encore à la disposition de son peuple et affirmer à haute voix, vous regardez son offre politique, pour être l'artisan de la rectification de ce passé triste. La preuve, les routes, les hôpitaux, à la vitesse que c'est fait. Regardez tout le pays en chantier, circuler dans Libreville. Donc il a une affirmation constante de vouloir quand même, en toute humilité, s'en remettre aux Gabonais pour dire c'est notre passé, nous l'assumons, mais on peut avancer. On peut avancer autrement, on peut donner de l'espérance, on peut donner de l'espoir au peuple gabonais. Et ce peuple peut se sentir dignement chez lui, en ayant d'autres perspectives sur l'avenir de sa jeunesse, la place de la femme dans la société, etc. Le président a pris des dispositions assez audacieuses, notamment à la quotité au niveau de représentation aux élections. Enfin,
les quantités. 30% les femmes, 30% des jeunes, etc. Bon, c'est pas... Et vous pensez que ce discours a été entendu des populations lors de la tournée républicaine qui est en train de s'achever? Il faut regarder des masses, des Gabonais qui se cherchent des places, même debout, pour écouter Ali Bongo. C'est un carnaval extraordinaire. Les Gabonais sont avec leur président. Il n'y a pas de discussion à ça. Partout, moi, j'ai eu la chance d'être à Nogo-Vindo. Je suis allé dans le Haut-Togo, une partie du Volontaire. C'était l'enthousiasme partout. Tout le monde voulait que le président passe une nuit dans une localité, dans un district, un département. La visite républicaine s'effectue au pas de course. Ça a laissé beaucoup de regrets. Parce que les Gabonais des terroirs voulaient rester avec leur président le plus longtemps possible pour communier avec lui. Lui dire merci pour ce qui est fait, l'encourager pour continuer à faire ce qui reste. Lui dire aussi beaucoup de courage, puisqu'il a reconnu lui-même certains retards. Je ne dirais pas les retards utiles comme quelqu'un, mais certains retards liés à des contingences de la vie. La mévente du pétrole, ce n'est pas le Gabon ni Ali Bongo qui a décrété la chute du prix du baril du pétrole. C'est un élément qui intègre le pourquoi de certains retards. Donc, je pense que le pays fonctionne. Le Gabon est plus que debout. Le Gabon au travail. J'ai vu des artisans de graines, ceux qui aujourd'hui deviennent des pionniers de l'agriculture, l'activité agricole dans notre pays. Que c'est beau, c'est champ. J'ai vu dans les services publics à l'intérieur du pays des Gabonais contents afin de voir leur pouvoir d'achat améliorer, leur essor, si vous voulez, améliorer aussi, réactualiser les situations administratives des agents publics. Il y a eu une augmentation tout à fait noble de leurs revenus. C'est du palpable. Ils sont nombreux, les Gabonais qui sont contents de ce bilan. La GNAM-GS, j'ai vu des vieux et des jeunes, des femmes dire « Oh, comment est-ce possible ? Me soigner avec 2000, 3000 francs pour tout ça. Oh, merci, Monsieur le Président. » Parce que c'était impensable de voir qu'on puisse apporter une intervention chirurgicale à un bébé, à une femme, etc., à moindre coût. Mais c'est faisable aujourd'hui. Et cet effort est soutenu par le président Ali Bongo. Donc l'ACNAM-GS est là. Il y a les AGR, les activités génératrices de revenus. Ces femmes qui étaient dans un océan d'incertitude, de découragement, ont vu venir un beau matin une idée, une initiative allant dans le sens de leur dire « Vous êtes gabonaise, vous pouvez encore servir et avoir un rôle déterminant dans ce pays, en vous lançant dans l'agriculture, en vous lançant dans les petits métiers, pour pouvoir apporter à manger à vos enfants, en ayant quelques moyens épargnés pour générer davantage d'activités, pour vous donner une certaine autonomie, une dignité pour vivre en étant dans le terrain, en vivant au village, en vivant dans nos départements, nos districts et nos villes à l'intérieur du pays. Mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire, aller trouver ces niches d'emploi qui sont dans les secteurs productifs. Le pétrole, les mines, il y a près de 200 000 emplois qui échappaient aux Gabonais. La sous-traitance dans ce secteur, c'est encore fort. Donc il faut amener les Gabonais à connaître les métiers du pétrole, c'est ce que le président fait. Il a mis une école à Port-Gentil. Il faut certainement aussi descendre plus bas vers les centres de formation pour commencer à donner les B.A.B.A. des métiers du pétrole et des mines à des Gabonais, qui est des masses d'emplois qu'il y a dans ce secteur reviennent aux Gabonais progressivement. Il faut faire en sorte que dès l'année prochaine, on commence à vendre des produits agricoles made in Gabon pour que les 300 milliards qui vont à l'extérieur commencent à tomber dans les poches des Gabonaises et des Gabonais en vivant dignement chez nous. Voilà les perspectives vers lesquelles la réalité du mouvement du vivre ensemble à Ali Bongo dans un contexte d'égalité de chances. Nul n'est au-dessus, aucun Gabonais n'est supérieur à un autre. Et puis, je pense que par rapport à cela, il faut ajouter que la politique reprendra ses quartiers après les élections présidentielles, comme nous l'avions dit ici. On verra, le président va dialoguer avec ceux qui seront représentatifs pour sortir des urnes. Au moment, on ne sait pas qui fait quoi, qui vaut quoi.
on a une constance. Et Maganga qui perd toutes les élections présidentielles. Je crois que c'est la 5e que le Gabon va organiser. Il bat le record des échecs avec 3% de même suffrage. Il faut renouveler cette classe politique aussi. Je pense que le gros retard du Gabon demeure sur le système politique, son organisation et ses personnels. Au moment venu, je suis sûr que le président lancera les chantiers des prescriptions dans cette direction. D'accord. Merci, monsieur Territoire, de nous avoir fait l'honneur de votre visite ce matin dans le Fresh Morning. Merci, Mosley, pour l'inviter. Ingrid, tu passes un bon week-end? Merci. Hein? Ouais, merci. On se retrouve ce soir du côté de l'Exotis. Bon week-end, Léo. Bon week-end. Oh, merci. C'était un territoire, Frédéric, un territoire ce matin dans le Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, passez un très bon week-end à l'écoute des programmes du Fresh Morning et n'oubliez pas de rester positif, quelles que soient les conditions. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.